Alors, je vous passe tout d'abord le début du, du chapitre, si jamais il vous manque quelque chose, mais je passe très rapidement. Je retrouve ma page pendant ce temps-là. Donc, le grand 1 a été vu en classe avec différents exemples. Et puis, en TP, vous avez étudié la carotte. Ici, dans cette vidéo, c'est le grand 2 et le grand 3 qui vont nous intéresser. Donc votre cours doit se terminer ici. Comment obtenir donc de nouvelles variétés, de nouvelles espèces. Ce qui amène donc au grand 2, génétique et plantes cultivées. On va parler ici de sélection scientifique. Alors tout d'abord, dans cette sélection scientifique, on réalise des croisements pour obtenir des hybrides. Un hybride, c'est le descendant d'un croisement entre soit différentes variétés d'une même plante, c'est ce qu'on appelle un croisement intraspécifique, ou alors entre différentes espèces, ce qui n'est pas possible chez les animaux. On ne peut pas croiser deux espèces différentes, peut se faire chez les végétaux, on parle alors de croisement interspécifique. C'est l'exemple ici entre le croisement de blé et du seigle. Ces deux céréales, je reprends la page 250 du livre. Ces deux céréales présentent des caractéristiques intéressantes si on les réunit, puisque le seigle est une variété que l'on dit rustique, enfin est une espèce rustique. En effet, elle résiste au froid et aux maladies, alors que le blé est un grand producteur. Sa productivité est intéressante. Donc l'idée des agriculteurs a été de réunir ces caractéristiques favorables en les croisant. On parle donc de croisement interspécifique, puisque ce sont deux espèces différentes qui sont croisées. On obtient une nouvelle espèce, le triticale. Alors ici, au niveau des caryotypes, ils se sont un peu trompés, mais ça nous donne l'occasion de parler de reproduction sexuée qui sera l'objet du chapitre de génétique qui va venir par la suite, et de polyploïdisation qui est le cas ici. Alors chez les animaux comme nous ou chez certains végétaux, pour former un nouvel individu, il faut un spermatozoïde et un gamète femelle appelé ovule. Ces cellules sexuelles n'ont que la moitié du patrimoine génétique de l'espèce. Donc chez l'homme, le patrimoine génétique, c'est 2n égale 46, pardon. Donc les gamètes, eux, n'ont que la moitié du patrimoine génétique, et par la fécondation, il y a rétablissement de ce qu'on appelle la diploïdie, par opposition à l'haploïdie ici. Cette diploïdie concerne toutes les cellules de l'être vivant. Chaque cellule d'un être humain possède 46 chromosomes diploïdes, donc 2n égale 46. Alors ici, c'est bien différent. Alors chez le blé, on a une quadriploïdie ou tétraploïdie représentée ici, sauf qu'ils se sont trompés puisque pour du blé tendre, qui est le Triticum aestivum, ça n'est pas de la tétraploïdie, mais de l'hexaploïdie. Donc on devrait avoir A, B, C, c'est-à-dire 6 chromosomes pour chaque paire, entre guillemets. Ce qui est une paire chez nous, c'est un ensemble de 6 chromosomes chez le blé tendre, qui est croisé avec le seigle, qui lui est un tout bête diploïde, comme nous. Et donc le résultat de ce croisement est l'obtention du triticale qui est octoploïde. Donc on peut bien parler de polyploïdie, puisqu'il y a 8 chromosomes pour chaque numéro. On peut parler ici de 8n
et pas 6 comme représenté ici. Pour aborder cette idée de polyploïdie que l'on reverra dans le paragraphe de génétique. Un autre croisement plus classique ici qui est donc intraspécifique à l'intérieur d'une même espèce, entre le manioc sauvage et le manioc domestiqué, qui permet d'améliorer l'espèce cultivée. On a ici chez le parent sauvage une richesse en protéines qui a été perdue chez le manioc domestiqué, qui présente beaucoup d'avantages. C'est des critères qui ont été sélectionnés au cours du temps. Et donc, croiser ces deux espèces va donner une variété d'espèces à différents génotypes que l'on va sélectionner quand on a le caractère intéressant obtenu et recroiser avec le manioc jusqu'à obtenir la totalité des caractères souhaités pour l'hybride. Ce qui amène à la notion 64, les techniques de croisement permettent d'obtenir de nouvelles plantes qui n'existaient pas dans la nature. Alors ça peut être de nouvelles variétés d'une même espèce, ça peut être des hybrides intra- ou interspécifiques. On peut avoir de nombreux résultats à ces techniques de croisement. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces résultats d'hybridation? On va parler d'abord des avantages. On parle pour créer un hybride de croisement entre deux lignées pures. Alors, une lignée pure qu'on va appeler le parent 1 et une lignée pure qu'on appelle le parent 2. Alors, ces individus, si l'on les nomme purs, c'est qu'ils sont des homozygotes, c'est-à-dire qu'ils présentent deux allèles identiques pour un même gène. En croisant ces parents, on va obtenir un hybride que l'on appelle F1, qui possède les caractéristiques, s'il a été retenu, de l'un et de l'autre qui étaient intéressantes pour nous. Donc ici, ce sont des grains jaunes comme celui-ci et un épi qui comporte beaucoup de grains comme celui-là. Donc c'est le croisement souhaité. On a un avantage qui est ce qu'on appelle la vigueur hybride. Les individus de lignée pure sont très fragiles parce que dès qu'ils sont en contact avec un élément pathogène, un ravageur, eh bien ils n'ont pas de variété génétique qui leur permette de résister. Or, l'hybride possède cette variété puisqu'il possède à la fois les caractères de l'un et de l'autre. On a donc ce qu'on appelle la vigueur hybride. Représenté par ce document, vous me l'expliquerez peut-être parce que moi je ne l'ai franchement pas compris. Le rendement, pour moi, il devrait être représenté en ordonnée et non en abscisse. On a donc des rendements d'individus de lignées pures, donc des homozygotes qui sont représentés ici, et des rendements d'individus hybrides, A croisé avec B, qui sont représentés ici. Alors je ne comprends pas du tout ce graphique. Pour moi, on devrait avoir autre chose ici et du rendement en ordonnée. Peut-être vous trouverez la solution à ce graphique. Comment on obtient ces hybrides? Eh bien, ça fait partie des inconvénients que l'on peut y trouver. Il faut que les croisements soient contrôlés. Sinon, on va obtenir un petit peu de tout sauf les hybrides qui nous intéressent. Donc, on va devoir castrer les individus et faire des fécondations croisées avec ces individus. Donc, on aura des rangs que l'on récolte et des rangs que l'on ne récolte pas. Ça prend plusieurs années pour obtenir des individus de lignée pure. Et ce sont des lignées fragiles, on l'a dit tout à l'heure. Il faut donc contrôler la fécondation, problème de la castration ici. Et enfin, les semences des hybrides ne peuvent pas être ressemées, c'est-à-dire qu'elles sont stériles, ces semences. Ce qui va entraîner pour l'agriculteur un nouvel achat nécessaire chaque année et des monopoles. Vous avez sans doute entendu parler de Monsanto qui règne sur les graines de maïs et cela pose problème.
Comment peut-on aujourd'hui améliorer les plantes cultivées, notamment avec les connaissances modernes en génétique? Eh bien, l'amélioration génétique des plantes, elle peut se faire par transgénèse, que vous avez abordé en seconde. C'est le transfert d'un gène d'un organisme donneur vers un organisme receveur, qui sont souvent d'espèces différentes. Et donc, l'organisme receveur va être qualifié d'OGM, organisme génétiquement modifié. On a ici un exemple intéressant pour l'alimentation humaine, c'est le riz doré. Alors ce riz doré présente des grains jaunes parce que ce riz doré a une teneur en bêta-carotène que vous avez vu chez la carotte, qui est intéressante, et vous savez que ce bêta-carotène est important pour la vue. C'est une denrée, le riz, qui est utilisé mondialement énormément, et donc si on peut y apporter en plus du bêta-carotène dans des régions qui n'en ont pas, c'est intéressant. Alors pour fabriquer ce bêta-carotène chez le riz, il faut différentes enzymes. Qui dit enzyme dit protéines, et donc on peut insérer les gènes correspondant à ces protéines. Dans l'OGM, certaines bactéries fabriquent le gène CTR1, donc on va prélever dans le chromosome bactérien ce gène. Des cellules de jonquille fabriquent le gène CLY. On va donc prendre ces deux gènes, les placer sur des billes de métal recouvertes d'ADN, et grâce à un canon à particules les faire pénétrer dans des cellules embryonnaires de riz. Toutes n'auront pas reçu les gènes intéressants, et donc il faudra une sélection des cellules de riz. Vous vous rappelez la vidéo où l'on met des antibiotiques, où l'on met des facteurs de sélection des cellules que l'on dit recombinantes. Ces cellules se développent et donnent une plante à caractéristiques nouvelles. Ce site canadien nous montre des exemples de cultures OGM, de problèmes éventuels pour la santé, l'environnement, les réglementations. J'ai trouvé qu'il était assez complet. N'hésitez pas à vous y référer. Autre type d'amélioration, la mutagénèse, c'est-à-dire la suppression, par exemple, de l'expression d'un gène. Donc on provoque une mutation d'un gène, donc il ne s'agit pas de transfert embryonnaire, on n'obtiendra pas une nouvelle espèce, mais on peut par cela, par exemple, diminuer la concentration en allergènes d'une céréale, par exemple. Avantages et limites des OGM. L'OGM a de nouvelles propriétés, donc ça c'est fort intéressant, et c'est impossible pour un hybride qui ne peut que combiner les propriétés de l'un et l'autre de ses parents homozygotes. Donc ça permet d'améliorer les qualités nutritionnelles, on l'a vu avec l'exemple du riz. Ça permet que les plantes soient résistantes à certaines maladies. C'est le cas pour la pomme de terre, pour le melon, pour les tomates qui sont quasiment toutes transgéniques. La tolérance à des conditions de culture difficiles dans des pays de sécheresse, par exemple, en milieu salé, etc. Donc ça, ce sont des avantages. Par contre, il y a de nombreux points négatifs. On peut parler de limites. Les OGM sont souvent résistants aux herbicides parce qu'on leur a intégré un gène de résistance. Ça pose un problème de sélection de plantes non désirables qu'on appelle des adventices, CF programme de première, qui peuvent devenir donc tolérantes par transfert du gène de la plante cultivée à la plante adventice. Donc des problèmes de dissémination de ces transgènes vers des espèces sauvages. On arrive à la notion 65. On arrive donc à la fin du chapitre avec un schéma de votre livre qui me plaît pas du tout. Donc je vous propose de construire un schéma sur cette base et de compléter au niveau des flèches, titres, annotations. Merci pour votre attention.